Mesdames et messieurs, bienvenue dans le débriefing des experts. Améliorer la qualité du système éducatif ici à Djibouti et promouvoir la formation professionnelle sont des défis importants ici pour les pouvoirs publics. Et les différents candidats qui sont en lice pour la présidentielle disent en fait leur priorité. Et ce thème a d'ailleurs été au centre du débat animé il y a quelques instants par ma collègue Marie-Angèle Touré. Et dans la première partie de notre émission, nous reviendrons évidemment sur quelques points essentiels qui ont été évoqués. Et dans la deuxième partie, nous irons à la découverte du candidat du jour. Il s'appelle Oma Elmi Haïre. Il se dit candidat du renouveau. Nous verrons quel est le message concret qu'il a pour les Djiboutiens, mais nous verrons aussi qui est réellement l'homme. Et dans la troisième partie, nous finirons par une introduction sommaire, comme nous avons l'habitude de le faire, sur le débat qui aura lieu ce lundi 4 avril et qui portera sur l'accès aux soins de santé ici à Djibouti et qui sera, et comme toujours, animé par Marie-Angèle Touré. Pour évoquer ces quelques points, j'ai avec moi et autour de cette table Madame Aïcha Farah Itiré. Vous êtes spécialiste en formation des enseignants. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Et Monsieur Abdourahmane Hussein Djama, vous êtes maître de conférence en sciences du langage à l'Université de Djibouti. Bienvenue également et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous avons avec nous un étudiant, il s'appelle Ngueye Ahmad Moussa. Vous êtes étudiant en journalisme. Oui. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Dahi Abdourahmane, vous êtes étudiant, enseignant-chercheur à l'Université de Djibouti. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Okay, merci, alors, nous allons essayer, et plusieurs points ont été évoqués dans le débat précédent, nous allons essayer de circonscrire le nôtre pour pas que ça aille dans tous les sens. Quand on parle de l'enseignement, quand on parle du système éducatif et de l'enseignement, il y a trois composantes. Et les différentes composantes qui ont été évoquées dans le débat précédent, c'est l'enseignant, l'enseigné et le savoir qui est enseigné. Alors, Monsieur Zora, dans un des intervenants du débat précédent, déplorait la condition enseignante ici à Djibouti. J'ai la chance d'avoir avec moi Madame Aïcha Farah Itiré, qui est spécialiste en formation des enseignants. Est-ce que pouvez-vous nous dire sur la situation des enseignants ici à Djibouti? Merci. La situation des enseignants à Djibouti, je crois, est à bien des égards enviable, parce qu'ils bénéficient d'une formation initiale. Ce ne sont pas des acteurs qui sont lancés comme ça sur le marché. Et à bien des égards, ils suivent un cursus qui leur est propre et qui est jalonné de différents examens pour que les uns et les autres puissent être évalués à différents moments de leur vie professionnelle. L'intervenant dit qu'ils ne sont pas motivés, que l'enseignant djiboutien n'est pas motivé, que sa situation n'est pas vraiment enviable. Je comprends sa préoccupation. Vous qui les formez, est-ce que vous remarquez qu'ils ont un problème de motivation? Je disais donc, oui, je comprends l'inquiétude du jeune homme, M. Zora, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il ne l'a peut-être pas à contextualiser. Parce que j'avais une pensée pour les téléspectateurs qui nous regardaient ce soir, et qui les regardaient ce soir et qui nous regardent en ce moment. J'espère qu'ils vont... Je crois qu'ils vont avoir la même réaction que moi, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup, justement, de motivation des enseignants. Sur le plan de leur revalorisation. C'est cela. Sur le plan de leur avancement. Sur le plan de leur cadre de travail aussi dans la classe. Et on leur a même dédié une journée de l'enseignant qui est tous les ans fêté avec grand pompe à Djibouti. Il participe également le président de la République. Mais je pense qu'il faisait plus allusion à leur situation matérielle et à leurs conditions de vie. Justement, cette situation matérielle a été améliorée fortement.
Justement, il parlait aussi de l'approche par les compétences. Et oui, mais ça, on va y arriver, oui. Sur le côté matériel, c'est une méthode qui demande du matériel. Et justement, à ce titre-là, à ma connaissance, les enseignants ne se plaignent plus puisqu'ils ont du matériel tel que des photocopieuses et des choses comme ça. Les enseignants ne se plaignent plus, mais nous en avons deux autour de cette table. C'est vrai qu'ils ne sont pas du primaire. Alors, monsieur Abdourahmane Hussein Diama, vous êtes enseignant-chercheur. Vous ne vous plaignez pas, vous? Alors, je ne vais pas comparer ma situation personnelle à celle de tous les enseignants de la République de Djibouti. Oui. Je pense que les enseignants à l'université, on est certainement mieux lotis parce que, il faut être honnête, hein, on est certainement mieux payé mais après, c'est par rapport au diplôme, c'est normal. Mais je comprends une chose, je comprends que les candidats qui s'affrontent lors de cette élection envoient des représentants et qui viennent défendre comment dire, leurs candidats. Et je pense que dans le débat qui vient d'avoir eu lieu, il y a eu un peu de politique politicienne où les choses ont été un peu, comment dire, exagérées. On ne peut pas comparer la situation aujourd'hui des enseignants, de l'ensemble des enseignants de la République de Djibouti à la situation d'avant 1999. On a connu une époque difficile où les salaires… Pourquoi on fait référence à 1999 ? Non, mais parce que c'est on est dans la campagne électorale, on est en train de juger le bilan d'un candidat sortant, et je pense que les attaques des différents candidats se situent autour de ce bilan-là. Donc je vais peut-être revenir plus tôt, oui. C'est-à-dire, dans les années 90, il y a eu une difficulté que le pays a connue. Les salaires des enseignants et de l'ensemble des fonctionnaires avaient des retards de 5 à 6 mois. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Les salaires sont versés régulièrement à la fin du mois. Et je pense que déjà, quelqu'un qui travaille pendant 30 jours, que le 31e jour, dans certains mois, et il soit payé, c'est quelque chose de tout à fait normal. Aujourd'hui, on a ça. Et en termes de valorisation du salaire? En termes de valorisation, maintenant, on parlait tout à l'heure, les intervenants qui étaient là, on parlait, M. Mahiou parlait de 4600 enseignants qui vont avoir leur statut revalorisé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur salaire augmenté. Ça, je pense que c'est une sorte de… M. Abdallah l'a rappelé. Voilà, l'a rappelé. C'est quelque chose de très positif qu'il faut encourager et qu'il faut peut-être généraliser au-delà des enseignants. Je vais demander l'avis du second enseignant. D'accord, merci beaucoup. Donc moi, je vais commencer mon intervention par un chiffre qui pourra nous étonner ou bien nous fera réfléchir un peu. Allez-y. En 1984, il y avait 31 000 élèves dans le système éducatif djiboutien. Oui. Aujourd'hui, ils sont à plus de 125 000. Donc ça a quadruplé. Et moi, je pense que plus l'effectif augmente, plus l'outil augmente. On ne peut pas comparer l'incomparable. Donc hier, peut-être les enseignants étaient mal payés parce que quand il parle, mon collègue, il parle de 1999 parce que c'est une date fatidique, parce que c'est la montée à la magistrature suprême de l'actuel président. Parce qu'à ce moment-là, les enseignants étaient payés 5 mois, il y avait 5 mois d'arriérés ou 6 mois d'arriérés de salaire. Aujourd'hui, parlons matériellement, je pense qu'on est plus qu'à la moyenne en Afrique et je pense que la plupart des pays africains nous désirent plus ou moins la situation actuelle de l'enseignant djiboutien. On a un étudiant avec nous, vous avez été élève. Oui, vous êtes allé au lycée, aujourd'hui vous êtes à l'université. À l'université. Oui, en 3e année, journalisme. Sur les enseignants. D'accord. Moi, en tout cas, ceux que vous avez connus au cours de votre cursus. Oui, au cours de mes années de scolarisation, je ne blâmerai pas les profs. Parce qu'on dit qu'il n'y a jamais de mauvais profs, mais il y a toujours les étudiants ou les élèves qui ne travaillent pas. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Le système de l'éducation nationale actuelle n'est pas vraiment apte, il faut se dire. Ça veut dire quoi? Oui, le système silanique avant 2002 était sur une bonne lancée. On va revenir tout à l'heure sur la question d'approche ou la question de méthode d'enseignement. Là, pour l'instant, nous parlons de la situation enseignante, de la condition enseignante. Vous, ce que vous avez connu au cours de votre cursus, quel regard vous pouvez aujourd'hui Récemment, on a eu un petit problème. Je suis en 3e année journalisme. On a eu un petit problème avec la RTD.
dans notre formation, nous avons une matière qui s'appelle atelier radiophonique. Oui. On n'a pas de matériel à l'université, M. Abdourahmane pourrait en témoigner. On voulait faire notre devoir final à la RTD. Ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les finance. Ils voulaient qu'on les finance. C'était impossible. Que vous, les étudiants, vous financiez? Que l'université paye pour que nous, on y va et qu'on fasse notre atelier radiophonique. Oui, d'accord. Pire encore, il y a ce qu'on appelle le système d'éducation à Djibouti. Il n'y a pas beaucoup d'institutions publiques qui les soutiennent. Nous sommes en troisième année journalisme. Vous pensez que les enseignants djiboutiens ne sont pas suffisamment encadrés, voilà, ne sont pas suffisamment soutenus par les institutions. Mais les mesures annoncées, peut-être les mesures annoncées par M. Abdallah, mais que M. Abdourahmane annonce ici, participent sans doute de ce soutien, non? Oui, des fois. On peut pas dire tout le temps. Ils ne sont pas soutenus tout le temps. Mais actuellement, nous sommes en journalisme et nous ne pouvons pas faire des stages à la RTD. C'est ça. Et donc sachez vos que, formateurs manquent de moyens pour bien vous former. Pour bien nous former, le point de vue. C'est ça. Très bien. Et Madame, il y a un point important qui a été évoqué dans le débat précédent, c'est celui justement des élèves. Vous formez les enseignants, c'est-à-dire ceux qui forment les élèves, ceux qui sont en contact direct avec les élèves. Ça veut dire que vous avez une double responsabilité, Madame Iltire, et tous ceux qui exercent le métier que vous exercez, vous avez la responsabilité de bien former l'enseignant et vous avez aussi la responsabilité que l'enseigné soit aussi bien formé. Parce que quand l'enseignant n'est pas bien formé, le savoir qu'il transmet est de qualité pas bonne. Alors, dites-nous, aujourd'hui, nous l'avons entendu dans le débat précédent, il y aurait des élèves qui sortiraient du système scolaire djiboutien sans savoir lire et écrire. Est-ce que c'est un phénomène que vous connaissez? Je vais prendre peut-être deux questions, cette question-là en deux parties. Oui. Elle se compose de deux parties. Je crois que la réussite de nos élèves doit être le souci de tout un chacun, mais plus particulièrement de l'enseignant. Et les professionnels qui sont dans le centre que je dirige sont bien conscients que leur mission est hautement importante. Donc, nous nous focalisons sur la formation des enseignants qui se compose de parties didactiques en présentiel, mais aussi ils sont envoyés dans les écoles pour aller se frotter, on va le dire, au terrain et donc à la pratique de classe. Ceci dans le souci de les préparer au mieux à leur futur métier pour qu'ils puissent faire réussir un maximum d'élèves. Quand je dis un maximum d'élèves, je crois qu'il serait utopique de dire que tous les élèves de Djibouti qui sont dans les écoles de Djibouti réussissent. D'accord. Mais quelque part, j'étais en désaccord avec les différentes personnes qui sont intervenues. Oui. Sur quel point étiez-vous en désaccord? J'étais en désaccord quand on généralise comme ça. Ce n'est pas très réaliste. Il faut voir la réalité en face. Si nous avons aujourd'hui des étudiants qui sont à l'université, si nous avons à Djibouti des gens qui réussissent et qui ont un emploi, un travail dans l'administration ou ailleurs, c'est qu'ils sont bien réussis à l'école. Donc, au fond, si vous voulez, la situation des enfants qui ne savent pas lire et écrire, c'est une situation marginale. Ce sont des cas marginaux, au fond. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, Madame Iltire. Il y a des élèves qui ne réussissent pas à l'école, oui. Mais comme partout dans le monde. C'est dû à quoi? Pourquoi sort-on de l'école sans savoir lire et écrire? Où situez-vous la cause de cet état de choses? La cause peut être multiple. Pour ce faible effectif d'élèves qui ne réussissent pas à l'école, cela est dû à peut-être plusieurs facteurs. Nous, en tant que professionnels, nous voyons l'élève comme un tout. Il vient d'un milieu familial bien précis. Oui. Ce milieu familial, s'il ne l'encadre pas, s'il n'est pas suivi à la maison, parce que l'élève passe... Donc c'est une responsabilité partagée finalement. Il y a la responsabilité parentale et la responsabilité sociale.
Ceci ne veut pas dire que je jette la pierre aux parents. Non, non. Loin de là. Bien il y a sûr. des enfants, des familles qui nous accompagnent. Oui. Puis il y en a Mais vous d'autres comprenez, qui... mais vous comprenez, mais ça, je vais m'adresser aussi à Justement, vous. Vous comprenez, effectivement. ma collègue a à plusieurs reprises réagi en disant les enfants qui ne réussissent pas à l'école. Et pourtant, la question c'était des enfants qui ne savent pas lire et écrire. C'est ça. Il n'y a pas d'enfants qui ne savent pas lire et écrire puisque À ces Djibouti. enfants-là, je finis, Oui. parce que ces enfants-là, de 6 ans à 16 ans, ils restent dans le système éducatif. Ils ne sont plus éjectés, comme dans le passé, du système éducatif. On ne peut pas imaginer une seule seconde Monsieur Abdourahmane, qu'un enfant vous de êtes 16 en train ans... de nous expliquer que... Qu'un enfant de 16 ans... Non, mais à j'ai Djibouti, entendu... tout le monde sait lire et écrire. J'ai bien entendu, ceux Ah qui, bon ceux qui ont été à l'école. Ceux qui, oui, Ceux qui ont été à l'école depuis qu'on a instauré l'éducation pour tous. Parce que justement, je finis. Non, on va... Non, mais on a, voilà, oui, voilà. Bon, alors, Non, mais allez-y. Je finis dans mon Très argumentaire. vite, hein, pour que je... Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse imaginer une seule seconde, et j'ai entendu ici et là, pendant Oui. la campagne par certains candidats, etc., que les enfants ne savent plus lire et écrire. C'est faux. Si on prend quelqu'un, un enfant à l'âge de 8 ans, qu'on dise oui, il est à l'école depuis 2 ans, il ne sait pas lire et écrire, je comprendrais. Mais quelqu'un qui quitte le système éducatif à l'âge de 16 ans, qui ne sait pas lire et écrire, je pense que... Non, il faut quand on rester parle raisonnable. d'enfants, vous parlez de 16 ans, c'est déjà l'adolescence. C'est-à-dire que Non, pendant toute la durée, s'il ne sait pas lire à 7 ans ou s'il ne sait pas lire à 8 ans, à la fin, à sa sortie du système éducatif, c'est-à-dire après l'âge de 16 ans, il sait lire, écrire et compter. C'était le but de cette généralisation. Monsieur Dari, un autre point qui a été évoqué au cours du débat précédent, mais qui nous intéresse aussi ici, c'est la méthode d'enseignement. On a identifié, enfin, on a évoqué ici l'approche par compétence, ce que les Américains appellent des competence-based teacher education, hein, avec la fameuse notion de learning by doing. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode, vous qui êtes aussi un enseignant? Je vais revenir 2 minutes à votre question, mais je voulais juste répondre sur la question de tout à l'heure. Oui. Madame Iltiré avait dit que, bon, il y a une partie, c'était la faute aux parents, quoi. Donc ça, c'est une réalité qui existe à Djibouti. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais au primaire, mes parents qui ne savaient ni lire ni écrire, me suivaient chaque soir. Aujourd'hui, il y a une négligence parentale et ça, j'insiste et je l'ai dit, premièrement. Deuxièmement, il y a un autre problème et ça, c'est un problème de logique. En fait, l'effectif des enfants augmente. La natalité à Djibouti augmente. Mais pour 100 enfants qui naissent, il n'y a pas un enseignant qui naît. En fait, donc c'est l'encadrement. Voilà, il n'y a pas un suivi des effectifs. Il y a plus d'enfants et moins d'enseignants. Parce que tous les étudiants qui sortent d'université ne choisissent pas automatiquement de faire le métier d'enseignant. D'accord, donc ça c'était pour revenir pour l'approche. Très rapidement, parce que nous n'avons pas assez de temps malheureusement, ce n'est pas une continuité du débat précédent, c'est juste pour l'approche par compétence, c'était une méthode qui a ses propres limites et qui demande plus... L'apprentissage par l'expérience, par l'empirisme. Voilà, cette méthode-là, en fait, elle a été adoptée rapidement à Djibouti et elle a démontré ses fruits. Oui, et M. Abdallah l'a dit ici, hein, que même des pays africains, d'autres pays africains prennent exemple sur votre pays. Sauf que... Ce qu'on va faire, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Je sais que c'est un débat qui nous intéresse tous. Malheureusement, nous n'avons pas... Nous reviendrons dans d'autres émissions pour évoquer cette question-là. Nous allons marquer maintenant une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la candidature de Omar Elmi Hayire. Il veut être le prochain président de Djibouti. Nous verrons qui est cet homme et quel est le programme qu'il propose aux Djiboutiens. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant.